De la cour. 1. Le reproche en un sens le plus honorable que l'on puisse faire à un homme, c'est de lui dire qu'il ne sait pas la cour. Il n'y a sorte de vertu qu'on ne rassemble en lui par ce seul mot. 2. Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux et de son visage. Il est profond, impénétrable, il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement n'est qu'un vice, que l'on appelle fausseté, quelquefois aussi inutile aux courtisans pour sa fortune que la franchise, la sincérité et la vertu. 3. Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes et qui sont diverses selon les divers jours dont on les regarde? De même, qui peut définir la cour? 4. Se dérober à la cour un seul moment, c'est y renoncer. Le courtisan qui l'a vue le matin la voit le soir pour la reconnaître le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu. 5. L'on est petit à la cour, et quelque vanité que l'on ait, on s'y trouve telle, mais le mal est commun, et les grands même y sont petits. 6. La province est l'endroit d'où la cour, comme dans son point de vue, paraît une chose admirable. Si l'on s'en approche, ses agréments diminuent, comme ceux d'une perspective que l'on voit de trop près. 7. L'on s'accoutume difficilement à une vie qui se passe dans une antichambre, dans des cours ou sur l'escalier. 8. La cour ne rend pas content, elle empêche qu'on ne le soit ailleurs. 9. Il faut qu'un honnête homme ait tâté de la cour. Il découvre en y entrant comme un nouveau monde qui lui était inconnu, où il voit régner également le vice et la politesse, et où tout lui est utile, le bon et le mauvais. 10. La cour est comme un édifice bâti de marbre. Je veux dire qu'elle est composée d'hommes fort durs, mais fort polis. 11. L'on va quelquefois à la cour pour en revenir et se faire par là respecter du noble de sa province ou de son diocésain. 12. Le brodeur et le confiseur seraient superflus et ne feraient qu'une montre inutile. Si l'on était modeste et sobre, les cours seraient désertes et les rois presque seuls si l'on était guéri de la vanité et de l'intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque part et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il semble qu'on livre en gros au premier de la cour l'air de hauteur, de fierté et de commandement, afin qu'ils le distribuent en détail dans les provinces. Ils font précisément comme on leur fait, vrais singes de la royauté. 13. Il n'y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince. À peine les puis-je reconnaître à leur visage. Leurs traits sont altérés et leur contenance est avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur. Celui qui est honnête et modeste s'y soutient mieux. Il n'y a rien à réformer. 14. L'air de cour est contagieux. Il se prend à V, comme l'accent normand à Rouen ou à Falaise. On l'entrevoit en des fourriers, en de petits contrôleurs et en des chefs de fruiterie. L'on peut, avec une portée d'esprit fort médiocre, y faire de grands progrès. Un homme d'un génie élevé et d'un mérite solide ne fait pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son capital de l'étudier et se le rendre propre. Il l'acquiert sans réflexion et il ne pense point à s'en défaire. 15. N arrive avec grand bruit. Il écarte le monde, se fait faire place. Il gratte, il heurte presque, il se nomme. On respire et il n'entre qu'avec la foule. 16. Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers et hardis, d'un caractère libre et familier, qui se produisent eux-mêmes, protestent qu'ils ont dans leur art toute l'habileté qui manque aux autres et qui sont crus dans leurs paroles. Ils profitent cependant de l'erreur publique ou de l'amour qu'ont les hommes pour la nouveauté.
Ils percent la foule et parviennent jusqu'à l'oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler, pendant qu'il se trouve heureux d'en être vu. Ils ont de commodes pour les grands, qu'ils en sont soufferts sans conséquence, et congédiés d'eux-mêmes. Alors ils disparaissent tout à la fois riches et discrédités, et le monde qu'ils viennent de tromper est encore prêt d'être trompé par d'autres. 17. Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement, qui marchent des épaules et qui se rengorgent comme une femme. Ils vous interrogent sans vous regarder, ils parlent d'un ton élevé et qui marquent qu'ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent présents. Ils s'arrêtent et on les entoure. Ils ont la parole, président au cercle et persistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jusqu'à ce qu'il survienne un grand qui, les faisant tomber tout d'un coup par sa présence, les réduisent à leur naturel, qui est moins mauvais. 18. Les cours ne sauraient se passer d'une certaine espèce de courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants, dévoués aux femmes dont ils ménagent les plaisirs, étudient les faibles et flattent toutes les passions. Ils leur soufflent à l'oreille des grossièretés, leur parlent de leurs maris et de leurs amants dans les termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs maladies et fixent leurs couches. Ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense et apprennent à ce sexe de prompts moyens de consommer de grandes sommes en habits, en meubles et en équipages. Ils ont eux-mêmes des habits où brille l'invention et la richesse, et ils n'habitent d'anciens palais qu'après les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent délicatement et avec réflexion. Il n'y a sorte de volupté qu'ils n'essaient et dont ils ne puissent se rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la même adresse qu'ils l'ont élevée. Dédaigneux et fiers, ils n'abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus. Ils parlent où tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des endroits et à des heures où les grands n'osent se faire voir. Ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois ou de grande dignité, ne montrent pas un visage si assuré ni une contenance si libre. Ces gens ont l'oreille des plus grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas du Louvre ou du château, où ils marchent et agissent comme chez eux et dans leurs domestiques, semblent se multiplier en 1000 endroits, et sont toujours les premiers visages qui frappent les nouveaux venus à une cour. Ils embrassent, ils sont embrassés, ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils font des contes. Personnes commodes, agréables, riches, qui prêtent et qui sont sans conséquence. 19. Ne croirait-on pas de Simon et de Clitandre qu'ils sont seuls chargés des détails de tout l'État, et que seuls aussi ils doivent en répondre? L'un a du moins les affaires de terre et l'autre les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait l'empressement, l'inquiétude, la curiosité, l'activité, saurait peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés. Qui même les a vus marcher? On les voit courir, parler en courant, et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d'aucun endroit, ils ne vont nulle part, ils passent et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée. Vous démonteriez leur machine. Ne leur faites pas de questions, ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir qu'ils n'ont nulle affaire, qu'ils peuvent demeurer avec vous et longtemps, vous suivre même où il vous plaira de les emmener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui entourent le prince, mais ils l'annoncent et le précèdent. Ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans. Tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril. Leur profession est d'être vue et revue, et ils ne se couchent jamais sans s'être acquittés d'un emploi si sérieux et si utile à la République. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l'on peut y ignorer. Il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s'avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu'ils croient leur convenir, un peu entreprenants, légers et précipités. Le dirais-je? Ils portent au vent, attelés tous deux au char de la fortune, et tous deux fort éloignés de s'y voir assis.
20. Un homme de la cour qui n'a pas un assez beau nom doit l'ensevelir sous un meilleur. Mais s'il l'a tel qu'il ose le porter, il doit alors insinuer qu'il est de tous les noms le plus illustre, comme sa maison, de toutes les maisons la plus ancienne. Il doit tenir au prince Lorrain, au Rohan, au Chastillon, au Montmorency, et s'il se peut, au prince du sang. Ne parler que de ducs, de cardinaux et de ministres, faire entrer dans toutes les conversations ses aïeuls paternels et maternels, et y trouver place pour l'oriflamme et pour les croisades, avoir des salles parées d'arbres généalogiques, d'écussons chargés de 16 quartiers, et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres. Se piquer d'avoir un ancien château à Tourelles, à Créneau et à Machicoulis, dire en toute rencontre « ma race, ma branche, mon nom et mes armes », dire de celui-ci qu'il n'est pas homme de qualité, de celle-là qu'elle n'est pas demoiselle, ou si on lui dit qu'Hyacinthe a eu le gros lot, demander s'il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ses contretemps, mais il les laissera rire. D'autres en feront des comptes, et il leur permettra de compter. Il dira toujours qu'il marche après la maison régnante, et à force de le dire, il sera cru. 21. C'est une grande simplicité que d'apporter à la cour la moindre roture et de n'y être pas gentilhomme. 22. L'on se couche à la cour et l'on se lève sur l'intérêt. C'est ce que l'on digère le matin et le soir, le jour et la nuit. C'est ce qui fait que l'on pense, que l'on parle, que l'on se tait, que l'on agit. C'est dans cet esprit qu'on aborde les uns et qu'on néglige les autres, que l'on monte et que l'on descend. C'est sur cette règle que l'on mesure ses soins, ses complaisances, son estime, son indifférence, son mépris. Quelques pas que quelques-uns fassent par vertu vers la modération et la sagesse, un premier mobile d'ambition les emmène avec les plus avares, les plus violents dans leurs désirs et les plus ambitieux. Quel moyen de demeurer immobile où tout marche, où tout se remue, et de ne pas courir où les autres courent. On croit même être responsable à soi-même de son élévation et de sa fortune. Celui qui ne l'a point faite à la cour est censé ne l'avoir pas dû faire. On n'en appelle pas. Cependant, s'en éloignera-t-on avant d'en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on à y demeurer sans grâce et sans récompense? Question si épineuse, si embarrassée, et d'une si pénible décision, qu'un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non, et meurent dans le doute. 23. Il n'y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu'un homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune. Je m'étonne qu'il ose se montrer. 24. Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la première fois, s'il croit avoir une raison solide d'être prévenu de son propre mérite et s'estimer davantage que cet autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de ce qu'avant sa faveur il pensait de soi-même et de ceux qu'il avait devancés. 25. C'est beaucoup tiré de notre ami, si, ayant monté à une grande faveur, il est encore un homme de notre connaissance. 26. Si celui qui est en faveur ose s'en prévaloir avant qu'elle lui échappe, s'il se sert d'un bon vent qui souffle pour faire son chemin, s'il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu'il soit muni de pensions, de brevets et de survivance, vous lui reprochez son avidité et son ambition. Vous dites que tout le tente, que tout lui est propre, au sien, à ses créatures, et que par le nombre et la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes. Cependant, qu'a-t-il dû faire? Si j'en juge moins par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-même en pareille situation, c'est qu'il a fait. L'on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu'ils en ont les occasions. Parce que l'on désespère, par la médiocrité de la sienne, d'être jamais en état de faire comme eux, et de s'attirer ce reproche.
Si l'on était à portée de leur succéder, l'on commencerait à sentir qu'ils ont moins de tort, et l'on serait plus retenu, de peur de prononcer d'avance sa condamnation. 27. Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n'y est point. L'on n'y attente rien de pis contre le vrai mérite que de le laisser quelquefois sans récompense. On ne l'y méprise pas toujours, quand on a pu une fois le discerner. On l'oublie, et c'est là que l'on sait parfaitement ne rien faire, ou faire très peu de choses, pour ceux que l'on estime beaucoup. 28. Il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l'on emploie à l'édifice de sa fortune, il n'y en ait quelqu'une qui porte à faux. L'un de mes amis qui a promis de parler ne parle point. L'autre parle mollement. Il échappe à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses intentions. À celui-là manque la bonne volonté, à celui-ci l'habileté et la prudence. Tous n'ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son établissement lui a coûté à faire, ainsi que des secours qui lui ont frayé le chemin. On serait même assez porté à justifier les services qu'on a reçus des uns par ceux qu'en de pareils besoins on rendrait aux autres. Si le premier et l'unique soin qu'on a après sa fortune faite n'était pas de songer à soi. 29. Les courtisans n'emploient pas ce qu'ils ont d'esprit, d'adresse et de finesse pour trouver les expédients d'obliger ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais seulement pour leur trouver des raisons apparentes, de spécieux prétextes, ou ce qu'ils appellent une impossibilité de le pouvoir faire. Et ils se persuadent d'être quittes, par là en leur endroit, de tous les devoirs, de l'amitié ou de la reconnaissance. Personne à la cour ne veut entamer. On s'offre d'appuyer, parce que, jugeant des autres par soi-même, on espère que nul n'entamera, et qu'on sera ainsi dispensé d'appuyer. C'est une manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices et sa médiation à qui en a besoin. 30. Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de vous dans le public et qui, au lever ou à la messe, évitent vos yeux et votre rencontre. Il n'y a qu'un petit nombre de courtisans qui, par grandeur ou par une confiance qu'ils ont d'eux-mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de grands établissements. 31. Je vois un homme entouré et suivi, mais il est en place. J'en vois un autre que tout le monde aborde, mais il est en faveur. Celui-ci est embrassé et caressé, même des grands, mais il est riche. Celui-là est regardé de tous avec curiosité. On le montre du doigt, mais il est savant et éloquent. J'en découvre un que personne n'oublie de saluer, mais il est méchant. Je veux un homme qui soit bon, qui ne soit rien davantage et qui soit recherché. 32. Vient-on de placer quelqu'un dans un nouveau poste? C'est un débordement de louanges en sa faveur, qui inonde les cours et la chapelle, qui gagne l'escalier, les salles, la galerie, tout l'appartement. On en a au-dessus des yeux, on n'y tient pas. Il n'y a pas deux voix différentes sur ce personnage. L'envie, la jalousie parlent comme l'adulation. Tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, qui les force de dire d'un homme ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils n'en pensent pas, comme de louer souvent ceux qu'ils ne connaissent point. L'homme d'esprit, de mérite ou de valeur devient en un instant un génie du premier ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes les peintures que l'on fait de lui qu'il paraît difforme près de ses portraits. Il lui est impossible d'arriver jamais jusqu'où la bassesse et la complaisance viennent de le porter. Il rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce poste où on l'avait mis? Tout le monde passe facilement à un autre avis. En est-il entièrement déchu? Les machines qu'il avait guindées, si haut par l'applaudissement et les éloges, sont encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mépris. Je veux dire qu'il n'y en a point qui le dédaigne mieux,
qui le blâment plus aigrement et qui en disent plus de mal que ceux qui s'étaient comme dévoués à la fureur d'en dire du bien. 33. Je crois pouvoir dire d'un poste éminent et délicat qu'on y monte plus aisément qu'on ne s'y conserve. 34. L'on voit des hommes tomber d'une haute fortune par les mêmes défauts qui les y avaient fait monter. 35. Il y a dans les cours deux manières de ce que l'on appelle congédier son monde ou se défaire des gens. Se fâcher contre eux ou faire si bien qu'ils se fâchent contre vous et s'en dégoûtent. 36. L'on dit à la cour du bien de quelqu'un pour deux raisons. La première, afin qu'il apprenne que nous disons du bien de lui. La seconde, afin qu'il en dise de nous. 37. Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances qu'il est embarrassant de ne les point faire. 38. Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage d'un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils demandent « Qui est cet homme ?» Ce n'est ni Rousseau, ni un Fabry, ni la couture. Ils ne pourraient le méconnaître. 39. L'on me dit tant de mal de cet homme, et j'y en vois si peu, que je commence à soupçonner qu'il n'est un mérite important qui éteigne celui des autres. 40. Vous êtes homme de bien. Vous ne songez ni à plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre devoir. Vous êtes perdu. 41. On n'est point effronté par choix, mais par complexion. C'est un vice de l'être, mais naturel. Celui qui n'est pas né tel est modeste et ne passe pas aisément de cette extrémité à l'autre. C'est une leçon assez inutile que de lui dire « Soyez effronté et vous réussirez ». Une mauvaise imitation ne lui profiterait pas et le ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu'une vraie et naïve impudence pour réussir. 42. On cherche, on s'empresse, on brigue, on se tourmente, on demande, on est refusé, on demande et on obtient. Mais, dit-on, sans l'avoir demandé, et dans le temps que l'on n'y pensait pas, et que l'on songeait même à toute autre chose. Vieux style, menterie innocente, et qui ne trompe personne. 43. On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste. On prépare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises, et l'on doit être servi selon ses souhaits. Les uns doivent entamer, les autres appuyer. L'amorce est déjà conduite, et la mine prête à jouer. Alors, on s'éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner d'Artémon qu'il ait pensé à se mettre dans une si belle place lorsque l'on tire de sa terre ou de son gouvernement pour l'y faire asseoir? Artifice grossier, finesse usée, et dont le courtisan s'est servi tant de fois, que si je voulais donner le change à tout le public et lui dérober mon ambition, je me trouverais sous l'œil et sous la main du prince pour recevoir de lui la grâce que j'aurais recherchée avec le plus d'emportement. 44. Les hommes ne veulent pas que l'on découvre les vues qu'ils ont sur leur fortune, ni que l'on pénètre qu'ils pensent à une telle dignité, parce que, s'ils ne l'obtiennent point, il y a de la honte, se persuadent-ils, à être refusés. Et s'ils y parviennent, il y a plus de gloire pour eux d'en être crus dignes par celui qui la leur accorde, que de s'en juger dignes eux-mêmes par leur brigue et par leur cabale. Ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité et de leur modestie. Quelle plus grande honte y a-t-il d'être refusé d'un poste que l'on mérite ou d'y être placé sans le mériter? Quelle grande difficulté qu'il y ait à se placer à la cour. Il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d'être placé. Il coûte moins à faire dire de soi « Pourquoi a-t-il obtenu ce poste ?» qu'à faire demander « Pourquoi ne l'a-t-il pas obtenu ?» L'on se présente encore pour les charges de ville, l'on postule une place dans l'Académie française, l'on demandait le consulat. Quelle moindre raison y aurait-il de travailler les premières années de sa vie à se rendre capable d'un grand emploi et de demander ensuite, sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance,
d'y servir sa patrie, son prince, la République. 45. Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d'accorder un bon gouvernement, une place éminente ou une forte pension, qui n'assure, par vanité ou pour marquer son désintéressement, qu'il est bien moins content du don que de la manière dont il lui a été fait. Ce qu'il y a en cela de sûr et d'indubitable, c'est qu'il le dit ainsi. C'est rusticité que de donner de mauvaises grâces. Le plus fort et le plus pénible est de donner. Que coûte-t-il d'y ajouter un sourire? Il faut avouer néanmoins qu'il s'est trouvé des hommes qui refusaient plus honnêtement que d'autres ne savaient donner. Qu'on a dit de quelques-uns qu'ils se faisaient si longtemps prier, qu'ils donnaient si sèchement et chargeaient une grâce qu'on leur arrachait de conditions si désagréables, qu'une plus grande grâce était d'obtenir d'eux d'être dispensés de ne rien recevoir. 46. L'on remarque dans les cours des hommes avides qui se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages. Gouvernement, charges, bénéfices, tout leur convient. Ils se sont si bien ajustés que par leur état, ils deviennent capables de toutes les grâces. Ils sont amphibies. Ils vivent de l'église et de l'épée, et auront le secret d'y joindre la robe. Si vous demandez « Que font ces gens à la cour ?» ils reçoivent et envient tous ceux à qui l'on donne. 47. 1000 gens à la cour y traînent leur vie à embrasser, serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu'à ce qu'ils y meurent sans rien avoir. 48. Ménophile emprunte ses mœurs d'une profession et d'une autre son habit. Il masque toute l'année, quoique à visage découvert. Il paraît à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un certain nom et sous le même déguisement. On le reconnaît et on sait quel il est à son visage. 49. Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu'on appelle ou la grande voie, ou le chemin battu. Il y a le chemin détourné ou de traverse, qui est le plus court. 50. L'on court les malheureux pour les envisager. L'on se range en haie, où l'on se place aux fenêtres pour observer les traits et la contenance d'un homme qui est condamné et qui sait qu'il va mourir. Vaine, maligne, inhumaine curiosité. Si les hommes étaient sages, la place publique serait abandonnée, et il serait établi qu'il y aurait de l'ignominie seulement à voir de tels spectacles. Si vous êtes si touché de curiosité, exercez-la du moins en un sujet noble, voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même où il a été nommé à un nouveau poste, et qu'il en reçoit les compliments. Lisez dans ses yeux, et au travers d'un calme étudié et d'une feinte modestie, combien il est content et pénétré de soi-même. Voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses désirs répand dans son cœur et sur son visage. Comme il ne songe plus qu'à vivre et à avoir de la santé, comme ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler, comme il plie sous le poids de son bonheur. Quel air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses égaux. Il ne leur répond pas, il ne les voit pas. Les embrassements et les caresses des grands, qu'il ne voit plus de si loin, achèvent de lui nuire. Il se déconcerte, il s'étourdit, c'est une courte aliénation. Vous voulez être heureux? Vous désirez des grâces? Que de choses pour vous à éviter. 51. Un homme qui vient d'être placé ne se sert plus de sa raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l'égard des autres. Il emprunte sa règle de son poste et de son état, de là l'oubli, la fierté, l'arrogance, la dureté, l'ingratitude. 52. Théonas, abbé depuis 30 ans, se lassait de l'être. On a moins d'ardeur et d'impatience de se voir habillé de pourpre qu'il en avait de porter une croix d'or sur sa poitrine. Et parce que les grandes fêtes se passaient toujours sans rien changer à sa fortune, il murmurait contre le temps présent, trouvait l'état mal gouverné et n'en prédisait rien que de sinistre. Convenant en son cœur que le mérite est dangereux dans les cours à qui veut s'avancer, il avait enfin pris son parti et renoncé à la prélature, lorsque quelqu'un accourt lui dire qu'il est nommé à un évêché. Rempli de joie et de confiance
sur une nouvelle si peu attendue. Vous verrez, dit-il, que je n'en demeurerai pas là et qu'ils me feront archevêque. 53. Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des ministres, même les mieux intentionnés. Mais l'usage en est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre. Il y a des temps et des occasions où ils ne peuvent être suppléés par d'autres. Honneur, vertu, conscience, qualité toujours respectable, souvent inutile. Que voulez-vous quelquefois que l'on fasse d'un homme de bien ? 54. Un vieil auteur, et dont j'ose rapporter ici les propres termes, de peur d'en affaiblir le sens par ma traduction, dit que s'éloigner des petits, voire de ses pareils, et y se vilainer et dépriser, s'accointer de grands et puissants en tout bien et chevance, et en cette leur cointise et privauté, estre de tous ébats, gabes, mommeries et vilaines besognes, estre essonté, safranier et sans point de vergogne, endurer brocart et gosserie de tout chacun, sans pour se feindre de cheminer en avant, et à tout son entre-gens engendre heure et fortune. 55. Jeunesse du prince, source des belles fortunes. 56. Timante, toujours le même, sans rien perdre de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l'esprit des courtisans. Ils étaient là de l'estimer, ils le saluaient froidement, ils ne lui souriaient plus, ils commençaient à ne plus le joindre, ils ne l'embrassaient plus. Ils ne le tiraient plus à l'écart pour lui parler mystérieusement d'une chose indifférente, ils n'avaient plus rien à lui dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d'être honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées de leur mémoire, et en rafraîchir l'idée. Ils lui font comme dans les commencements, et encore mieux. 57. Que d'amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau ministre. Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société d'études, les droits du voisinage, les autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu'à un trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel. L'on veut tenir à cet homme par quelque endroit, et l'on dit plusieurs fois le jour que l'on y tient. On l'imprimerait volontiers. C'est mon ami, et je suis fort aise de son élévation. J'y dois prendre part, il m'est assez proche. Homme vain et dévoué à la fortune, fade courtisan, parliez-vous ainsi il y a 8 jours? Est-il devenu depuis ce temps plus homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux connaître? 58. Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains que j'essuie quelquefois des grands et de mes égaux, c'est que je me dis à moi-même: ces gens n'en veulent peut-être qu'à ma fortune, et ils ont raison, elle est bien petite. Ils m'adoreraient sans doute si j'étais ministre. Dois-je bientôt être en place? Le sait-il? Est-ce en lui un pressentiment? Il me prévient, il me salue. 59. Celui qui dit « Je dînais hier à Tibur » ou « J'y soupe ce soir », qui le répète, qui fait entrer 10 fois le nom de Plancus dans les moindres conversations, qui dit « Plancus me demandait », je disais à Plancus. Celui-là même apprend dans ce moment que son héros vient d'être enlevé par une mort extraordinaire. Il part de la main, il rassemble le peuple dans les places ou sous les portiques, accuse le mort, décrit sa conduite, dénigre son consulat, lui ôte jusqu'à la science des détails que la voix publique lui accorde. Ne lui passe point une mémoire heureuse, lui refuse l'éloge d'un homme sévère et laborieux, ne lui fait pas l'honneur de lui croire, parmi les ennemis de l'Empire, un ennemi. 60. Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle. Lorsque la même place à une assemblée ou à un spectacle dont il est refusé, il la voit accordée à un homme qui n'a point d'yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre, ni d'esprit pour connaître et pour juger, qui n'est recommandable que par de certaines livrées, que même il ne porte plus.
61. Théodote, avec un habit austère, a un visage comique, et d'un homme qui entre sur la scène. Sa voix, sa démarche, son geste, son attitude accompagnent son visage. Il est fin, cauteleux, doucereux, mystérieux. Il s'approche de vous et il vous dit à l'oreille « Voilà un beau temps, voilà un grand dégel. S'il n'a pas les grandes manières, il a du moins toutes les petites, et celles mêmes qui ne conviennent guère qu'à une jeune précieuse. » Imaginez-vous l'application d'un enfant à élever un château de cartes ou à se saisir d'un papillon. C'est celle de Théodote pour une affaire de rien, et qui ne mérite pas qu'on s'en remue. Il la traite sérieusement et comme quelque chose qui est capital. Il agit, il s'empresse, il la fait réussir. Le voilà qui respire et qui se repose, et il a raison, elle lui a coûté beaucoup de peine. L'on voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur. Ils y pensent le jour, ils y rêvent la nuit. Ils montent l'escalier d'un ministre et ils en descendent. Ils sortent de son antichambre et ils y rentrent. Ils n'ont rien à lui dire et ils lui parlent. Et ils lui parlent une seconde fois. Les voilà contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégoûtent l'orgueil, l'arrogance, la présomption. Vous leur adressez la parole, ils ne vous répondent point. Ils ne vous connaissent point. Ils ont les yeux égarés et l'esprit aliéné. C'est à leurs parents à en prendre soin et à les renfermer, de peur que leur folie ne devienne fureur et que le monde n'en souffre. Théodote a une plus douce manie. Il aime la faveur éperdument. Mais sa passion a moins d'éclat. Il lui fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement, il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paraît de nouveau avec les livrées de la faveur. Ont-ils une prétention? Il s'offre à eux, il s'intrigue pour eux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engagement, reconnaissance. Si la place d'un Cassini devenait vacante, et que le Suisse ou le postillon du favori s'avisa de la demander, il appuierait sa demande, il le jugerait digne de cette place, il le trouverait capable d'observer et de calculer, de parler de parélie et de parallaxe. Si vous demandiez à Théodote s'il est auteur ou plagiaire, original ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages et je vous dirais « lisez et jugez ». Mais s'il est dévot ou courtisan, qui pourrait le décider sur le portrait que j'en viens de faire? J'en prononcerai plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodote, j'ai observé le point de votre naissance. Vous serez placé, et bientôt. Ne veillez plus, n'imprimez plus. Le public vous demande quartier. 62. N'espérez plus de candeur, de franchise, d'équité, de bons offices, de service, de bienveillance, de générosité, de fermeté, dans un homme qui s'est depuis quelque temps livré à la cour et qui secrètement veut sa fortune. Le reconnaissez-vous à son visage, à ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose par son nom. Il n'y a plus pour lui de fripon, de fourbe, de sot et d'impertinent. Celui dont il lui échapperait de dire ce qu'il en pense est celui-là même qui, venant à le savoir, l'empêcherait de cheminer, pensant mal de tout le monde. Il n'en dit de personne. Ne voulant du bien qu'à lui seul, il veut persuader qu'il en veut à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul, du moins, lui soit contraire. Non content de n'être pas sincère, il ne souffre pas que personne le soit. La vérité blesse son oreille. Il est froid et indifférent sur les observations que l'on fait sur la cour et sur le courtisan. Et parce qu'il les a entendues, il s'en croit complice et responsable. Tyran de la société et martyr de son ambition, il a une triste circonspection dans sa conduite et dans ses discours. Une raillerie innocente, mais froide et contrainte, un ris forcé, des caresses contrefaites, une conversation interrompue et des distractions fréquentes. Il a une profusion, le dirais-je, des torrents de louanges pour ce qu'a fait ou ce qu'a dit un homme placé et qui est en faveur, et pour tout autre, une sécheresse de pulmonique.
Il a des formules de compliments différents pour l'entrée et pour la sortie, à l'égard de ceux qu'il visite ou dont il est visité. Et il n'y a personne de ceux qui se payent de mine et de façon de parler qui ne sortent d'avec lui fort satisfaits. Il vise également à se faire des patrons et des créatures. Il est médiateur, confident, entremetteur. Il veut gouverner. Il a une ferveur de novice pour toutes les petites pratiques de cour. Il sait où il faut se placer pour être vu. Il sait vous embrasser, prendre part à votre joie, vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre santé, sur vos affaires, et pendant que vous lui répondez, il perd le fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un autre sujet. Ou, s'il survient quelqu'un à qui il doit un discours tout différent, il sait, en achevant de vous congratuler, lui faire un compliment de condoléance. Il pleure d'un œil et il rit de l'autre. Se formant quelquefois sur les ministres ou sur leurs favoris, il parle en public de choses frivoles, du vent, de la gelée. Il se tait au contraire et fait le mystérieux sur ce qu'il sait de plus important et plus volontiers encore sur ce qu'il ne sait point. 63. Il y a un pays où les joies sont visibles mais fausses et les chagrins cachés mais réels. Qui croirait que l'empressement pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements au théâtre de Molière et d'Arlequin, les repas, la chasse, les ballets, les carrousels couvrissent tant d'inquiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et d'espérances, des passions si vives et des affaires si sérieuses. 64. La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique. Il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quelquefois et jouer de caprices. Et après, toutes ces rêveries et toutes ces mesures, on est échec, quelquefois mat. Souvent, avec des pions qu'on ménage bien, on va à dame et l'on gagne la partie. Le plus habile l'emporte, ou le plus heureux. 65. Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés. Rien ne paraît d'une montre que son aiguille qui insensiblement s'avance et achève son tour. Image du courtisan, d'autant plus parfaite qu'après avoir fait assez de chemin, il revient souvent au même point d'où il est parti. 66. Les 2/3 de ma vie sont écoulés. Pourquoi tant m'inquiéter sur ce qui m'en reste ? La plus brillante fortune ne mérite point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses où je me surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j'essuie. 30 années détruiront ces colosses de puissance qu'on ne voyait bien qu'à force de lever la tête. Nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de choses et ceux que je contemplais si avidement, et de qui j'espérais toute ma grandeur, le meilleur de tous les biens, s'il y a des biens, c'est le repos, la retraite, et un endroit qui soit son domaine. N a pensé cela dans sa disgrâce et l'a oublié dans la prospérité. 67. Un noble, s'il vit chez lui dans sa province, il vit libre, mais sans appui. S'il vit à la cour, il est protégé, mais il est esclave. Cela se compense. 68. Xanthippe, au fond de sa province, sous un vieux toit et dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu'il voyait le prince, qu'il lui parlait et qu'il en ressentait une extrême joie. Il a été triste à son réveil, il a conté son songe et il a dit « Quelle chimère ne tombe point dans l'esprit des hommes pendant qu'ils dorment ?» Xanthippe a continué de vivre, il est venu à la cour, il a vu le prince, il lui a parlé. Et il a été plus loin que son songe, il est favori. 69. Qui est plus esclave qu'un courtisan assidu, si ce n'est un courtisan plus assidu ? 70. L'esclave n'a qu'un maître, l'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles à sa fortune. 71. 1000 gens à peine connus font la foule au lever pour être vus du prince, qui n'en saurait voir 1000 à la fois.
Et s'il ne voit aujourd'hui que ce qu'il vit hier et qu'il verra demain, combien de malheureux. 72. De tous ceux qui s'empressent auprès des grands et qui leur font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur, un grand nombre les recherche par des vues d'ambition et d'intérêt, un plus grand nombre par une ridicule vanité ou par une sotte impatience de se faire voir. 73. Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde ou ce qu'on appelle de la bienséance, doivent être irréconciliables. Les voilà réunis. Et où la religion a échoué quand elle a voulu l'entreprendre, l'intérêt s'en joue et le fait sans peine. 74. L'on parle d'une région où les vieillards sont galants, polis et civils. Les jeunes gens, au contraire, durs, féroces, sans mœurs ni politesse. Ils se trouvent affranchis de la passion des femmes, dans un âge où l'on commence ailleurs à la sentir. Ils leur préfèrent des repas, des viandes et des amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et modéré, qui ne s'enivre que de vin. L'usage trop fréquent qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux de vie et par toutes les liqueurs les plus violentes. Il ne manque à leur débauche que de boire de l'eau forte. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu'elles croient servir à les rendre belles. Leur coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules, qu'elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacher l'endroit par où elles pourraient plaire et de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n'est pas nette, mais confuse, embarrassée dans une épaisseur de cheveux étrangers, qu'ils préfèrent au naturel et dont ils font un long tissu pour couvrir leur tête. Il descend à la moitié du corps, change les traits et empêche qu'on ne connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples d'ailleurs ont leur Dieu et leur roi. Les grands de la nation s'assemblent tous les jours, à une certaine heure, dans un temple qu'ils nomment Église. Il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur Dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel et paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre et aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi, que l'on voit à genoux sur une tribune, et à qui il semble avoir tout l'esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce de subordination, car ce peuple paraît adorer le prince et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment. Il est à quelques 48 degrés d'élévation du pôle et à plus d'1100 lieues de mer des Iroquois et des Hurons. 75. Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité du courtisan, qu'il s'occupe et se remplit pendant toute sa vie de le voir et d'en être vu, comprendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints. 76. Les grands seigneurs sont pleins d'égards pour les princes. C'est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les petits courtisans se relâchent sur ces devoirs, font les familiers et vivent comme des gens qui n'ont d'exemple à donner à personne. 77. Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle peut et elle sait, ou du moins, quand elle saurait autant qu'elle peut, elle ne serait pas plus décisive. 78. Faibles hommes, un grand dit de Timagène, votre ami, qu'il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas que vous répliquiez qu'il est homme d'esprit. Osez seulement penser qu'il n'est pas un sot. De même, il prononce d'Iphicrate qu'il manque de cœur. Vous lui avez vu faire une belle action? Rassurez-vous. Je vous dispense de la raconter, pourvu qu'après ce que vous venez d'entendre, vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire. 79. Qui sait parler au roi? C'est peut-être où se termine toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une parole échappe, et elle tombe de l'oreille du prince bien avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans son cœur. Il est impossible de la ravoir.
tous les soins que l'on prend et toute l'adresse dont on use pour l'expliquer ou pour l'affaiblir servent à l'aggraver plus profondément et à l'enfoncer davantage. Si ce n'est que contre nous-mêmes que nous ayons parlé, outre que ce malheur n'est pas ordinaire, il y a encore un prompt remède, qui est de nous instruire par notre faute et de souffrir la peine de notre légèreté. Mais si c'est contre quelque autre, quel abattement, quel repentir! Y a-t-il une règle plus utile contre un si dangereux inconvénient que de parler des autres souverains, de leurs personnes, de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs ou de leur conduite, du moins avec l'attention, les précautions et les mesures dont on parle de soi. 80. 10 heures de bons mots, mauvais caractère. Je le dirais s'il n'avait été dit. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune des autres plutôt que de perdre un bon mot méritent une peine infamante. Cela n'a pas été dit, et je l'ose dire. 81. Il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que l'on prend comme dans un magasin et dont l'on se sert pour se féliciter les uns les autres sur les événements. Bien qu'elles se disent souvent sans affection, et qu'elles soient reçues sans reconnaissance, il n'est pas permis avec cela de les omettre, parce que du moins elles sont l'image de ce qu'il y a au monde de meilleur, qui est l'amitié, et que les hommes, ne pouvant guère compter les uns sur les autres pour la réalité, semblent être convenus entre eux de se contenter des apparences. 82. Avec 5 ou 6 termes de l'art et rien de plus, l'on se donne pour connaisseur en musique, en tableau, en bâtiment et en bonne chère. L'on croit avoir plus de plaisir qu'un autre à entendre, à voir et à manger. L'on impose à ses semblables et l'on se trompe soi-même. 83. La cour n'est jamais dénuée d'un certain nombre de gens en qui l'usage du monde, la politesse ou la fortune tiennent lieu d'esprit et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir, ils se tirent de la conversation en ne s'y mêlant point, ils plaisent à force de se taire et se rendent importants par un silence longtemps soutenu ou tout au plus par quelques monosyllabes. Ils payent de mine, d'une inflexion de voix, d'un geste et d'un sourire. Ils n'ont pas, si je l'ose dire, 2 pouces de profondeur. Si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf. 84. Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident. Ils en sont les premiers surpris et consternés. Ils se reconnaissent enfin et se trouvent dignes de leur étoile. Et comme si la stupidité et la fortune étaient 2 choses incompatibles, ou qu'il fût impossible d'être heureux et sot tout à la fois, ils se croient de l'esprit. Ils hasardent, que dis-je, ils ont la confiance de parler en toute rencontre et sur quelque matière qui puisse s'offrir, et sans nul discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterais-je qu'ils épouvantent ou qu'ils donnent le dernier dégoût par leur fatuité et par leur fadaise? Il est vrai du moins qu'ils déshonorent sans ressource ceux qui ont quelque part au hasard de leur élévation. 85. Comment nommerais-je cette sorte de gens qui ne sont fins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les confondent avec ceux qu'ils savent tromper. C'est avoir fait un grand pas dans la finesse que de faire penser de soi que l'on n'est que médiocrement fin. La finesse n'est ni une trop bonne ni une trop mauvaise qualité. Elle flotte entre le vice et la vertu. Il n'y a point de rencontre où elles ne puissent, et peut-être où elles ne doivent, être suppléées par la prudence. La finesse est l'occasion prochaine de la fourberie. De l'un à l'autre, le pas est glissant. Le mensonge seul en fait la différence. Si l'on ajoute à la finesse, c'est fourberie. Avec les gens qui par finesse écoutent tout et parlent peu, parlez encore moins. Ou si vous parlez beaucoup, dites peu de choses. 86. Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et importante, du consentement de 2 personnes. L'un vous dit « J'y donne les mains pourvu qu'un tel y condescende », et ce tel y condescend, et ne désire plus que d'être assuré des intentions de l'autre. Cependant, rien n'avance. Les mois, les années s'écoulent inutilement. « Je m'y perds, dites-vous, et je n'y comprends rien.
Il ne s'agit que de faire qu'ils s'abouchent et qu'ils se parlent. Je vous dis, moi, que j'y vois clair et que j'y comprends tout. Ils se sont parlé. 87. Il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance d'un homme qui demande justice, et qu'en parlant ou en agissant pour soi-même, on a l'embarras et la pudeur de celui qui demande grâce. 88. Si l'on ne se précautionne à la cour contre les pièges que l'on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l'on est étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sot que soi. 89. Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité sont le meilleur manège du monde. 90. Êtes-vous en faveur? Tout manège est bon. Vous ne faites point de faute. Tous les chemins vous mènent au terme. Autrement, tout est faute, rien n'est utile. Il n'y a point de sentier qui ne vous égare. 91. Un homme qui a vécu dans l'intrigue un certain temps ne peut plus s'en passer. Toute autre vie pour lui est languissante. 92. Il faut avoir de l'esprit pour être homme de cabale. L'on peut cependant en avoir à un certain point, que l'on est au-dessus de l'intrigue et de la cabale, et que l'on ne saurait s'y assujettir. L'on va alors à une grande fortune ou à une haute réputation par d'autres chemins. 93. Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une probité à toute épreuve et un mérite très accompli, n'appréhendez pas, ô Aristide, de tomber à la cour ou de perdre la faveur des grands pendant tout le temps qu'ils auront besoin de vous. 94. Qu'un favori s'observe de fort près, car s'il me fait moins attendre dans son antichambre qu'à l'ordinaire, s'il a le visage plus ouvert, s'il fronce moins le sourcil, s'il m'écoute plus volontiers et s'il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu'il commence à tomber, et je penserai vrai. L'homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu'il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre plus humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête homme. 95. L'on contemple dans les cours de certaines gens, et l'on voit bien à leur discours et à toute leur conduite, qu'ils ne songent ni à leur grand-père, ni à leur petit-fils. Le présent est pour eux, ils n'en jouissent pas, ils en abusent. 96. Straton est né sous 2 étoiles, malheureux, heureux, dans le même degré. Sa vie est un roman. Non, il lui manque le vraisemblable. Il n'a point eu d'aventure, il a eu de beaux songes, il en a eu de mauvais. Que dis-je? On ne rêve point comme il a vécu. Personne n'a tiré d'une destinée plus qu'il l'a fait. L'extrême et le médiocre lui sont connus. Il a brillé, il a souffert, il a mené une vie commune. Rien ne lui est échappé. Il s'est fait valoir par des vertus qu'il assurait fort sérieusement, qui étaient en lui. Il a dit de soi « J'ai de l'esprit ». J'ai du courage. Et tous ont dit après lui, il a de l'esprit, il a du courage. Il a exercé dans l'une et l'autre fortune le génie du courtisan, qui a dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal qu'il n'y en avait. Le joli, l'aimable, le rare, le merveilleux, l'héroïque ont été employés à son éloge, et tout le contraire a servi depuis pour le ravaler. Caractère équivoque, mêlé, enveloppé, une énigme, une question presque indécise. 97. La faveur met l'homme au-dessus de ses égaux et sa chute au-dessous. 98. Celui qui un beau jour sait renoncer fermement ou à un grand nom, ou à une grande autorité, ou à une grande fortune, se délivre en un moment de bien des peines, de bien des veilles et quelquefois de bien des crimes. 99. Dans 100 ans, le monde subsistera encore en son entier. Ce sera le même théâtre et les mêmes décorations. Ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue ou ce qui s'attriste et se désespère sur un refus, tous
auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles. Ils s'évanouiront à leur tour. Et ceux qui ne sont pas encore, un jour, ne seront plus. De nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond à faire sur un personnage de comédie. 100. Qui a vu la cour, a vu du monde ce qui est le plus beau, le plus spécieux et le plus orné. Qui méprise la cour, après l'avoir vue, méprise le monde. 101. La ville dégoûte de la province, la cour détrompe de la ville et guérit de la cour. Un esprit saint puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite.